Bonjour les amis, je voudrais vous raconter une séance de coaching que j'ai faite récemment avec un client qui me disait ben voilà Paul, on se connaît depuis 2 ans maintenant, tu sais que j'ai été manager d'une équipe que tu as accompagnée pendant 2 ans et tu as vu quel progrès ils ont fait. Et donc c'est très chouette l'aventure qu'on a eue ensemble pendant toutes ces années. Maintenant j'ai une promotion, j'ai quitté le site, je suis sur un autre site et je pensais que ça allait vraiment être super, sauf que depuis, bon c'est à l'étranger, je gagne beaucoup plus d'argent, je suis beaucoup plus visible, c'est le super job, le super pays, c'est tout qui est super, sauf que je vis l'enfer. Alors comment est-ce qu'il s'y prend ce brave gars pour vivre l'enfer? Tout simplement, il est complètement pris par des angoisses. Qu'est-ce que c'est que ces angoisses? Eh bien, comme toutes les angoisses, elles sont dérisoires, si vous voulez. Il n'y a pas besoin... et lui-même le sait, il dit mais c'est ridicule, c'est des trucs... jamais j'ai eu peur de ce genre de choses, mais là je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, on ne va pas s'amuser à interpréter, ça ne nous regarde pas, mais il est fort probable que cette personne est mise dans une situation où il y a un peu des difficultés professionnelles, où l'environnement dans lequel elle exerce est nouveau pour elle, où elle s'est mis une très forte pression, parce qu'il y a beaucoup de challenges, et que là, il y a peut-être des histoires d'enfance ou d'adolescence qui ressortent, où tout d'un coup il y a des doutes qui étaient euh, euh, pas apparents, des doutes, comme des fissures dans la cuirasse caractérielle qui n'étaient pas apparentes en situation de confort, mais un peu comme un tuyau, si vous voulez, vous mettez peu de pression à l'intérieur. Donc s'il y a un petit trou, il n'y a pas d'eau qui coule parce qu'il y a très peu de pression. Mais si vous envoyez bien de la pression, vous allez voir le trou, ça va gicler. Et donc là, on dit, ah, il y a un problème, il y a des angoisses, il y a des crises de colère, il y a des crises de panique. Pourquoi cette personne est comment dire, abattue? Pourquoi est-ce qu'elle a autant de tristesse et de mélancolie? Alors évidemment, elle n'a pas tout ça à la fois, hein. C'est soit la peur avec des angoisses, soit la colère avec de l'irritabilité, de l'irascibilité, de l'agressivité, soit de la tristesse et de la mélancolie, un fond de déprime et puis de la fatigue. Ces trois émotions sont rarement compatibles. Alors elles peuvent avoir lieu successivement, mais elles ne sont pas présentes en même temps. La colère, ça vous dynamise. La tristesse, ça vous vide. La peur, ça vous tétanise. Donc, si vous voulez, la colère vous met en mouvement, la peur vous immobilise. La tristesse vous vide et la colère vous requinque. La peur aussi vous mobilise très fort parce que comme vous avez peur, vous vous préparez au combat. Donc, on ne peut pas être à la fois en colère et complètement crevé. Généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, alors sur une longue période, on peut être à la fois en... La rage, c'est pas de la colère. La rage, c'est de la colère froide. C'est de la colère qui est rentrée, c'est de la colère qui est inexprimée. Donc vous sentez que chez cette personne abattue, fatiguée, mélancolique, il y a un fond de rage, mais elle ne s'exprime pas. Et vous savez que cette personne ira mieux quand elle aura pu accueillir sa tristesse et que du coup, la rage qui était sous-jacente va pouvoir sortir sous forme de colère. Donc quand elle ira mieux, ça ira plus mal. Ça ira encore davantage mal. Enfin, d'un certain point de vue. Disons que quand elle en aura fini avec la tristesse, elle commencera le travail de nettoyage de la colère. Voilà, alors bon, mon brave copain là, mon client que j'aime bien, qui m'aime bien, qui m'appelle de l'étranger et qui me dit ben voilà, je suis bien embêté, bon ben je voudrais que tu m'aides un peu parce qu'il faut que je m'en sorte de cette histoire-là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Effectivement, le mec est excellent. Excellent dans son job, excellent partout. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il est heureux, il est en couple, il a des enfants, il a un job fantastique, il a une expérience comme beaucoup en rêveraient d'en avoir une. Et il est pris par des angoisses. Donc je disais, il y a une fissure dans la carapace quelque part qui fait qu'avec la pression de la nouveauté, eh ben, il y a des fuites. Et donc voilà notre gars qui a des problèmes. Il s'angoisse pour tout. Pour louer une maison, il a peur de se faire avoir sur un contrat. Pour prendre des décisions, des micro-décisions qui d'habitude ne lui posent aucun problème, il n'arrête pas généralement de prendre des décisions comme n'importe quel décideur. Il en prend 10, 15, 20, 30, 50 par jour et des très impliquantes. Comment dire, il négocie des budgets et tout ça. Et là, eh ben, à chaque fois, il a peur, il réfléchit, il a des doutes, il y repense, il ne dort pas la nuit, etc. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Il y a plusieurs méthodes. En tout cas, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait nous. Et c'est pas terminé, mais on a bien avancé. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a regardé qui a peur.
Non pas tu as peur de quoi, parce que peur de quoi, il n'y a rien dedans, c'est que des prétextes. La peur est un processus qui prend des prétextes pour s'actualiser, pour se mettre à jour. Et on va perdre un temps fou si on dit mais t'as peur de quoi? T'as peur de ça? Mais regarde, c'est pas la peine d'avoir peur. Parce que le mec est largement assez intelligent pour comprendre tout seul que c'est pas la peine d'avoir peur. S'il m'appelle, c'est pas parce que il a besoin de moi pour ça. Ça, il l'a compris il y a longtemps, bien tout de suite. Tout d'un coup, il s'est senti avoir peur, mais il s'est dit mais pourquoi j'ai peur? Il y a rien à avoir peur de ça. Et pourtant, je constate que j'ai l'angoisse. Donc, ça ne sert à rien de refaire avec lui le travail qu'il a déjà fait. Ça va lui faire perdre du temps, puis ça va le décourager de dire bah oui, ben même à deux, on n'y arrive pas. Donc l'idée, c'est pas de regarder de quoi la personne a peur. L'idée, c'est de regarder qui a peur. Alors quand je dis qui a peur, c'est pas juste bah, c'est moi qui ai peur. Non, mais qui, toi? Quelle partie de toi a peur? Alors dit comme ça, on dit mais je comprends pas la question. Comment je peux répondre à ça? Ben, comment vous pouvez répondre? C'est exactement comme quand vous regardez quelque chose, vous regardez un objet. Et au lieu de regarder l'objet, vous posez votre regard sur l'objet et vous essayez de prendre conscience du regard que vous posez sur cet objet. Donc vous êtes en train non pas de regarder l'objet, mais de prendre appui sur l'objet que vous regardez pour intérieurement visualiser en quelque sorte le regard que vous portez. Et donc, au lieu de regarder de quoi vous avez peur, qui n'a pas d'intérêt, parce qu'il y a toujours moyen de trouver des trucs pour se faire peur si on veut, vous regardez le regard de peur que vous portez sur l'objet. Et vous regardez en quoi consiste cette peur. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette peur? Qu'est-ce qu'elle traduit de vous? Qu'est-ce qu'elle vous... comment vous pourriez faire pour utiliser cette peur déjà pour être performant? Et puis qu'est-ce qu'elle vous dit cette peur? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de positif? Après ça, vous allez me dire, bon, elle m'apporte de positif, d'être un peu sur mes gardes, etc. Ça va. Par contre, elle me bouffe la rate, elle m'empêche de dormir, elle m'apporte surtout du négatif. On ne va pas chercher des petites méthodes à 2 balles pour mieux dormir la nuit, pour prendre un cachou le soir, pour boire un verre d'eau, pour faire un nœud dans son mouchoir, enfin des recettes je sais pas, de tante Marie ou de n'importe quoi. Non, on ne va pas rentrer là-dedans. On va aller à la racine. La racine, c'est la racine du regard qui est porté sur la peur. Qu'est-ce que c'est que ce processus de peur? Et au lieu, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la peur? La peur, c'est le refus maintenant d'une éventualité dans le futur qu'on n'accepte pas. Donc la peur est un refus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le refus? Le refus est une maladie en fait. Ce qu'il faut faire avec le refus pour en guérir, c'est accepter. Alors il faut accepter d'en être au point de refuser. J'accepte de refuser les choses. La première chose, c'est ça. Ensuite, c'est se dire finalement, regardons ce qui se passe dans l'action. Dans l'action, il y a ce qui est à faire. Ça, c'est tout simple. C'est de la technique, c'est de la concentration. Il faut une réflexion stratégique, il faut de l'anticipation, il faut de la tactique, il faut de la technicité, il faut dépenser de l'énergie pour bien faire l'action. Voilà, tout ça, ça pose aucun problème à un homme comme ça. Il n'a aucun problème de compétence. Il a des problèmes de légitimité. Aux yeux de qui? Aux yeux de lui-même. Il se raconte qu'il n'est pas à la hauteur. Ou plus exactement, il se raconte que peut-être il ne sera pas à la hauteur. Il se raconte que peut-être il va être démasqué en tant qu'imposteur. Que finalement il a atteint son seuil de compétence et que maintenant on va se rendre compte que celui qui était si brillant, à qui on a offert une tellement belle promotion, eh ben en fait il n'est pas à la hauteur de la promotion qu'on lui a faite et qu'en fait il s'avère être un imposteur, un gars qui n'est pas si bon que ça. Voilà, en gros, il s'est mis dans un niveau d'inconfort qui est trop grand pour lui et le voilà qui se met à quitter le niveau de l'action pour être dans le niveau de la gamberge. Donc il n'est plus en train d'agir, il est en train de penser psychologiquement, affectivement, il est en train de fantasmer, il est en train de s'évader par la pensée. Et au lieu d'être un homme d'action, il devient un homme d'état d'âme. Donc voilà quelqu'un qui s'inquiète, qui se raconte des histoires autour des risques, qui commence à envisager plein de scénarios, le plan A, le plan B, le plan C, etc. Au lieu d'être tout simplement concentré, droit dans ses bottes, les yeux bien en face des trous, et qui tape la balle quand elle passe près de lui. Et il la tape avec toute son énergie, avec toute sa concentration, avec tout son engagement. Mais là, il n'y a plus concentration, il n'y a plus énergie, il n'y a plus engagement, parce qu'il y a exil dans la tête. Donc quand on voit que la peur de ceci et de cela me renvoie
que c'est un regard de peur que je porte sur les choses, et que ce regard de peur, il vient d'un refus de choses qui pourraient m'arriver, que je ne veux pas accepter, et c'est ce refus qui me fout dans l'incapacité de faire face à ces mêmes choses dont je redoute l'échec. Je ne sais pas si je suis bien clair, je m'embrouille un petit peu peut-être, mais j'essaie de vous faire ça au débeauté. Vous voyez, je suis sous un... Je vais vous montrer en tournant. Je suis sous un grand noyer, là, un très bel arbre dans la campagne. Et j'en suis à 10 minutes 36 de vous raconter cette histoire parce que je la trouve relativement intéressante. Ça peut arriver à tout le monde à un moment donné d'être pris par des angoisses, d'être pris par des émotions, d'être pris par des difficultés, alors même qu'on est compétent et alors même qu'on a largement réussi, de par le passé, des choses tout aussi difficiles, voire un peu moins difficiles, mais il n'y a pas de problème technique. Il n'y a pas de problème de compétence. Il y a juste un problème de gamberge, un problème de s'exiler dans le monde de la pensée, d'être dans la tête au lieu d'être dans le corps. Donc le travail qu'on fait ensemble, ça consiste à redescendre dans le corps, pour une part, et ça consiste à voir le regard qui est porté sur les événements pour changer ce regard. Et changer ce regard, c'est en voyant que ma peur vient d'un refus. Il faut que j'accepte. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai peur de ça? Qu'est-ce qui se passerait si effectivement je ratais? Eh bien, je serais un nul. Et si j'étais un nul, il se passerait quoi? Ben, on m'aimerait plus. Et si on ne m'aimait plus, qu'est-ce qui se passerait? Je ne m'aimerais plus moi-même. Et si je ne m'aimais plus moi-même, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je serais plus qu'une merde, je terminerais sous les ponts, etc., etc. Donc chacun a son scénario, si vous voulez, une abysse dans lequel on s'imagine, dans le cas où ça ne va pas, que ça va mal se terminer pour nous. Et cet homme-là, qui est un homme parfaitement équilibré, parfaitement sain, très performant, très sympa au demeurant, et qui est brillant intellectuellement, et qui a une maturité émotionnelle largement plus développée que la moyenne, est quand même tombé dans un trou, parce que un trou en altitude, si vous voulez, comme si on monte en montagne, et tout d'un coup, il y a une abysse. Alors il s'est coincé dans un cratère, alors il est déjà très haut, mais en même temps, il est dans un petit coin, il est bloqué dans un trou, là, en montagne. Donc il faut aller l'aider à sortir de ce trou en voyant comment il s'y est mis. Et il s'y est mis en allant un peu trop loin. Et surtout, je vais en terminer avec ça, il se déconnecte de l'action pour s'intéresser au résultat de l'action. Et ça, c'est la meilleure façon pour se planter. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est de se débrancher des conséquences de l'action. Il faut penser l'action d'une manière technique, en vue d'objectifs, en ayant pensé les différents scénarios, etc., et puis en choisissant la meilleure option. Mais une fois que la réflexion est terminée, elle est terminée, on y revient plat. On se concentre sur l'action. Et donc on redescend dans le corps. Et là, quand je suis sur le terrain de tennis et que j'ai ma raquette, j'ai pensé ma stratégie, je me suis entraîné, j'ai fait un régime alimentaire, j'ai fait de la musculation, de la souplesse et tout ce que vous voulez. J'ai travaillé sur le mental. Maintenant, c'est plus le moment de faire tout ça. Maintenant, je suis en train de jouer, de prendre du plaisir et de jouer passionnément. Et quand la balle arrive, mon corps est excité parce qu'il a envie de frapper dedans. Alors voilà ce que mon client est en train de faire. Au lieu de gamberger, oh là là, attention, qu'est-ce qui va m'arriver, et se mordre les ongles, il se dit, tiens, voilà la balle, paf, et il frappe, il donne des coups droits, il donne des revers, il fait des smatchs, il donne son meilleur jeu, et il est en train, je peux vous garantir que ce gars-là va réussir à fond. Parce que c'est pas comme si il n'avait jamais connu quelque chose comme ça. Il a connu une marche en escalier, et à chaque marche, il a connu ce même processus de déstabilisation et puis de dépasser l'obstacle en se concentrant sur l'action et en réussissant. C'est quelqu'un qui est déjà assez haut dans la hiérarchie de l'entreprise et de la hiérarchie sociale. Eh bien voilà, il est encore assez jeune, donc il a un beau potentiel devant lui, et puis il manque un petit peu d'expérience malgré tout, et là ça lui donne le complément d'expérience qui lui manquait pour donner un coup de boost à son humanité. Il va pouvoir encore mieux comprendre ses collaborateurs, il va être encore plus empathique, il va être encore plus sympathique, il va être encore plus chaleureux, il va être encore plus à l'écoute, il va être encore plus disponible, et puis il va être mieux capable aussi de déclencher et de libérer le potentiel de ses collaborateurs parce qu'il leur a appris à libérer le sien. Parce que jusqu'à présent, il a tout fait un petit peu de façon lisse, de façon un peu linéaire, un peu avec la grâce, avec l'aisance. Il n'est pas tombé sur un os comme ici. Là, il est sur une véritable difficulté qui le renvoie à la structure de sa personnalité.
Alors sans faire des années de psychothérapie ou de psychanalyse, ce qui est très bien, il faut de tout pour faire un monde, nous en coaching, on prend quelques séances seulement pour regarder quel regard on porte sur les choses, qu'est-ce qui nous arrive dans la peur, qu'est-ce que c'est que la peur, et comment on pourrait faire autrement. Si c'est du refus, comment on pourrait accepter. Et si je ne peux pas accepter, je peux au moins accepter le refus. Et dès lors, quand j'ai fait le point sur le fait que oui, c'est vrai, je suis un peu anxieux, bon, je ne vais pas en faire un problème, je suis anxieux, c'est tout. J'accepte d'être anxieux, j'accepte d'avoir peur. Par contre, il y a le moment de la réflexion, puisque j'ai peur, je réfléchis, et puis il y a le moment de l'action. Et dans l'action, je m'interdis de réfléchir. Dans l'action, j'agis. C'est comme ce moine zen qui disait, vous savez, c'est le petit moine zen qui va voir son grand maître et qui lui dit grand maître, qu'est-ce qui fait de vous un grand maître? Alors le mec lui répond, après un peu de réflexion, il dit ah, bonne question, petit moine zen. Ce qui fait de moi un grand maître, puisque c'est toi qui le dis, j'ai bien réfléchi et il y a deux choses. Ah bon, grand maître, qu'est-ce que c'est ces deux choses? Eh bien, vois-tu, je mange et je dors. Oh, formidable alors! Ça c'est intéressant. Et le petit moine zen se dit, mais il s'est foutu de ma gueule en fait. Parce que finalement, moi aussi je mange et moi aussi je dors. Et pourtant, je suis un petit moine zen, je ne suis pas un grand maître zen. Alors, il revient le voir et il dit, eh oh, faut pas se foutre de ma gueule quand même. Grand maître zen, parce que moi aussi je mange et moi aussi je dors. Et pourtant, je ne suis pas un grand maître zen. Alors, le grand maître lui dit, ah, c'est bien, petit moine zen, tu as compris quelque chose. Alors maintenant, je vais te donner la suite. La différence entre toi et moi, tous les deux on mange et tous les deux on dort. Mais moi, quand je mange. Et quand je dors. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. C'est un conte que je n'ai pas inventé, il est célèbre, il est classique. Pour moi, ce qui m'évoque, c'est que, et je pense que ce n'est pas qu'à moi que ça évoque, tout simplement, le grand maître zen, il fait comme les autres, il mange et il dort, sauf que lui, il est très concentré sur ce qu'il fait. Il n'est pas dans sa tête en train de réfléchir, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais manger, comment ça va se passer, est-ce que je vais bien digérer. Quand il dort, il se dit pas, est-ce que je vais avoir une insomnie, comment je vais dormir, comment je vais me réveiller. Alors je me dirais, la plupart des gens ne se posent pas toutes ces questions. Par contre, comme mon client, ils sont là en disant, oh, si j'achète cet appartement, comment ça va se passer, comment je vais le revendre, et puis si on inscrit des enfants à cette école-là, est-ce que ça va bien se passer. Il se met à se poser plein de questions. Alors qu'il faut réfléchir, de dire, bon, écoute, je suppose que la décision est bonne, allez, on la prend, puis on y va. Et au moment de prendre la décision, on ne se pose plus de questions. Et une fois que la décision est prise, on la met en œuvre et on ne se pose pas de questions. Par moment, on regarde pour vérifier si on ne s'est pas trompé. Et si on s'est trompé, on rectifie, on corrige le tir. Vous voyez, quand je mange, je mange. Quand je décide. Quand j'agis, j'agis. Mais je ne suis pas en train de gamberger pendant que j'agis. Je ne suis pas en train de douter pendant que je décide. Sinon, c'est l'enfer. On en reparlera ça. Comment vivre l'enfer sur Terre? Eh bien, pour vivre l'enfer sur Terre, il faut manquer de confiance en la vie, manquer de confiance en soi, manquer de confiance en les autres, faire de tout un drame et se dire que notre vie est en danger à chaque instant. Alors du coup, on est là en train de paniquer, d'être pris par un feu intérieur qui fait que non seulement on fait des tas de trucs en étant malheureux parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on se dit oh, c'est un coup de bol, ou on se dit ouais enfin c'est pas suffisant, il faut quand même border le coup, et il faut quand même pas s'asseoir sur nos lauriers, se reposer sur nos lauriers, donc faut préparer la suite. À peine on arrive en vacances qu'on se dit oh là là, c'est bientôt fini les vacances. Et voilà, et comme ça, on est sûr de toujours rater tout ce qu'on fait. Alors que, vous savez, celui qui est sur le chemin pense au but du voyage et se désinvestit du pas qu'il est en train de faire pour se projeter en avant sur le résultat du chemin et sur le résultat du voyage, celui-là, il rate deux choses. Il rate le pas qu'il est en train de faire, puisqu'il est dans sa tête, au lieu d'apprécier, il est en train de gamberger à des conneries. Et deuxièmement, quand il arrivera au bout du voyage, s'il arrive entier, parce qu'il peut tomber dans un trou, etc., du fait qu'il est inattentif, mais s'il arrive, au lieu d'apprécier l'instant présent de l'arrivée, il aura été tellement pris dans une projection en avant qu'à peine arrivé, déjà, il pense à l'instant d'après. Donc jamais il s'installe pour apprécier ce qui est là. Donc il rate maintenant et il rate le résultat futur. Tandis que celui qui s'installe dans l'instant présent, celui qui est dans son corps, celui qui est dans l'action,
il réussit l'action, il apprécie l'instant, il est profondément présent, et ainsi de suite, instant après instant, en quelque sorte. Et quand le résultat vient, bah, si le résultat est réussi, bah, il est content. Puis si le résultat est entre guillemets décevant, bah, comme il n'avait pas de projection, il n'avait pas d'attente par rapport à un résultat, il a simplement mis en œuvre une stratégie en vue d'objectifs qui sont diversement atteints, bah, il analyse et il corrige le tir, et puis il continue d'apprécier le chemin en se disant bon bah très bien, je vais me rectifier, je vais progresser maintenant, et moi je vais rentrer chez moi parce qu'il commence à faire nuit. Voilà. Alors, chers amis, voilà l'histoire en 20 minutes de 2 ou 3 séances de coaching, parce qu'évidemment ça ne se fait pas comme ça se fait à travers de questions, on prend son temps, on fait des expériences entre les séances. Cette personne, je lui pose des questions, donc de séance en séance, elle vit des expérimentations. Puis elle revient en me disant ouais, j'ai bien compris ce qu'on s'est dit la dernière fois, j'ai bien fait ce travail-là, j'ai bien observé ci, j'ai bien été attentif à ça, j'ai même fait les exercices que tu m'as proposés. Mais alors cette fois-ci, il me vient une nouvelle question. Alors fort de cette nouvelle question, ben, on examine ça ensemble, et puis comme ça, en quelques séances, on ne parle pas de 4 années de psychothérapie, encore moins de 20 ans, on parle de 4 ou 5 séances pour se libérer d'une période très critique qui lui pourrit la vie et qui risque de le faire échouer. Mais comme c'est un gars intelligent, comme la plupart des clients, eh bien, avec un miroir qui lui est orienté, espérons, comme il faut, en 4-5 séances, il va faire un grand pas en avant, il va se sortir de ce truc-là, et puis ce sera résolu. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il a fini son travail dans la vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a tout maîtrisé de la situation et de lui-même. Ça veut dire qu'il est sorti de l'ornière dans lequel il s'était foutu. Premièrement. Deuxièmement, on va analyser ce qui s'est passé, comment il s'y est enlisé et comment il en est sorti. Et puis, comme ça, il va pouvoir capitaliser sur cette expérience. Et puis, s'il veut continuer à travailler sur lui-même, rien ne l'empêche de continuer. Donc, il peut faire d'autres séances un peu plus tard, sur d'autres sujets. Ou alors, on peut aborder le même sujet, mais sous un autre angle, en étant un peu plus en hauteur. On peut même faire un travail plus profond. Mais en tous les cas, c'est toujours en rapport à un objectif précis, à une situation précise, avec des délivrables concrets, mesurables, et ça ne dure jamais très longtemps. Je vous parle de 4-5 séances pour faire ce petit travail-là. Il pourrait y en avoir 4 ou 5 autres pour dépasser et performer. Et puis voilà, en 10 séances, c'est terminé. Alors là, c'est un coaching qu'il fait à titre personnel. Et donc, s'il veut en faire plus, il en fera plus. Mais je pense qu'il en fera moins. Voilà, en tout cas, ça ne m'appartient pas. Moi, je passe 0 minute, 0 seconde à réfléchir à combien de séances ce client va faire. Ça ne me regarde pas. Moi, je l'accompagne autant qu'il voudra. Au bout d'un moment, je lui dirai peut-être, dis donc, ça suffit peut-être, non? Mais moi, ça ne me regarde pas, limite, s'il veut en faire encore d'autres, s'il est content comme ça. Pas de problème. Disons que, personnellement, je fais généralement entre 5 et 10 séances, quoi, voilà. Donc si quelqu'un en veut 15 ou 20, je dirais, bon, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, je lui dirais, mais on tourne en rond, là, non? Et si on ne tourne pas en rond, bah alors pourquoi pas en faire 30? Si on avance, on avance, on avance, on avance, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pas pour les quelques sous que ça coûte, même si le coaching ça coûte assez cher, mais ça rapporte tellement plus. Si vraiment la personne, vous vous rendez compte, ce gars dans un pays étranger tout seul qui est en train de galérer, qui n'endort plus la nuit, qui a mal au ventre, qui a mal à la tête, qui risque d'avoir un incident dans son usine à tout moment à cause d'un mauvais choix parce qu'il est trop stressé, trop tendu, qui va bientôt prendre des médicaments et tout ça, qui pourrait avoir un problème de famille, un problème de santé. Si, au lieu d'avoir tout ça, grâce à 5, 10, 15 ou même 20 séances, il n'a pas tout ça, combien ça lui rapporte les quelques séances qu'il a dépensées? C'est énorme. Ça lui rapporte sa santé, ça lui rapporte son couple, ça lui rapporte une promotion, ça lui rapporte la réussite. Ça vaut le coup. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est pour ça que je fais ce métier. Voilà, alors 24 minutes, ça fait une vidéo un peu longue. Et je vous dis bonsoir.